Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour cette table ronde sur la question de l'audience pour ces contenus en réalité virtuelle. Finalement, vous le voyez dans les œuvres qui sont exposées ou dans les tables rondes qui ont eu lieu par exemple ce matin, la question de la créativité dans la réalité virtuelle est une question qui paraît tomber sous le sens. Mais en revanche, celle de l'audience est une question qui est évidemment plus complexe et on sait très bien, pour ceux qui, par exemple, ont une expérience dans l'innovation en matière de contenu, on sait très bien que la question de l'audience va conditionner celle de la création à venir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de modèle économique, et même si nous avons des diffuseurs publics qui jouent leur rôle en matière de prise de risque, si nous ne trouvons pas collectivement une audience pour ces projets, il est fort probable que nous arrêtions tous de travailler. En tout cas, ces sujets. Donc, pour parler de la question de l'audience cet après-midi avec nous, nous avons à cette table plusieurs profils qui finalement couvrent l'ensemble du spectre que l'on peut supposer sur cette question. Des diffuseurs, donc Gilles Fressigné d'Arte, Tom Burton de la BBC, des cinéma-likes, Camille Lopato de Diversion, qui donc, est une nouvelle forme de cinéma dédiée à la réalité virtuelle, et Agnès Alfandari, qui est plutôt sur la partie institutionnelle, Institut français, institutionnelle de promotion des œuvres, notamment des œuvres françaises à l'étranger. Voilà. Alors ce que je voulais, c'était peut-être commencer par les diffuseurs, le regard des diffuseurs sur la question, et de voir avec vous comment est-ce que vous envisagez, vous, le fait d'atteindre cette audience. Gilles, première intervention. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc en tant que diffuseur, on diffuse, donc je vais essayer de montrer beaucoup d'images et pas forcément de m'étendre trop. Et vous pourrez poser des questions, je suppose, à la fin, donc n'hésitez pas. De façon globale, pour ceux qui ne connaissent pas Arte, nous sommes une chaîne, au départ, nous sommes une chaîne franco-allemande dédiée à la culture, à la création. Je dis au départ parce que depuis quelques années, quand même, nous avons fait une certaine mue qui nous fait passer de chaîne franco-allemande à média global européen. Et cette mue, on l'a vraiment réalisée grâce au numérique, avec le numérique et en proposant des programmes sur le numérique de façon globale. Je dépasse le cadre de la réalité virtuelle en l'occurrence. En effet, ça fait plus de 10 ans que nous proposons le replay. Donc ça, c'est quelque chose de commun aujourd'hui, mais c'est quand même Arte qui a été l'une des premières chaînes à proposer son replay sur le numérique. Et au-delà de ça, à proposer des programmes spécifiquement pensés pour le web, pour les réseaux sociaux, et puis on va le voir pour la réalité virtuelle, les applications, les sites divers et variés. À partir de web documentaires, ensuite la fiction, qu'elle soit interactive ou pas, le jeu vidéo, puisqu'on pense qu'à travers le jeu vidéo, on peut aussi faire passer le point de vue d'un auteur, un message culturel. Et notre objectif, c'est vraiment de mettre en valeur justement toute cette créativité-là, qu'elle soit française essentiellement, évidemment, européenne, bien sûr. Et donc, comme je le dis, média global européen, puisque grâce au numérique, on dépasse le cadre purement franco-allemand, à travers la diffusion plus large, et puis aussi média global parce qu'on produit des programmes qui dépassent simplement le replay ou les programmes de télévision. On est venu assez naturellement à la réalité virtuelle. C'est devenu un terrain de jeu pour nous assez naturel puisque, comme je vous l'ai dit, à travers les documentaires interactifs, le jeu vidéo, la fiction interactive, cette nouvelle technologie qui est la réalité virtuelle nous est parue assez évidente pour pouvoir essayer des nouvelles narrations. Essayer aussi de nouvelles façons de produire, puisque l'on voit quand on mélange des acteurs de la production audiovisuelle, des acteurs du jeu vidéo, des acteurs de l'informatique ou du numérique, on arrive à proposer des narrations un petit peu différentes. Et donc pour nous, c'est assez naturel qu'on y vient. Et par ailleurs, la réalité virtuelle, l'immersion qu'elle propose, on pense que l'on peut justement arriver à la fois à raconter des histoires différemment, mais aussi peut-être à toucher un public de façon différente, on va en reparler après, et aussi faire émerger des talents. Et je reviens là-dessus parce que c'est important, et là aussi, à mon avis, on va un petit peu en parler, mais c'est important aussi dans un marché qui émerge, comme celui de la réalité virtuelle, que des acteurs français et européens soient présents
et ne pas laisser uniquement des acteurs extra-européens apprendre en fait cette technologie, avoir de l'avance sur cette technologie, parce que lorsqu'elle sera mature, peut-être que ça sera le cas un jour, peut-être pas, je ne suis pas devin, mais je pense que en tout cas elle nous permet d'apprendre des choses. Lorsqu'elle sera mature, il faut qu'on ait pu avoir cette expérience-là, et comme on y travaille depuis 4-5 ans, on pense avoir fait pas mal d'erreurs pour comprendre un petit peu comment ça marche. Donc pour nous, le numérique permet une première chose, c'est d'être un média global, et le premier exemple va le montrer. Le premier exemple, vous le connaissez peut-être, ou en tout cas ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est un documentaire qui s'appelle Notes on Blindness, une coproduction avec Agathe Film en France et Archer's Mark en Angleterre. Donc là, intéressant d'un point de vue de production, puisque c'est une coproduction franco-anglaise. Un autre coproducteur qui s'appelle Audio Gaming, qui me permet de montrer comment on arrive aussi à mélanger le monde de l'audiovisuel, du jeu vidéo, pour créer un programme de réalité virtuelle. Et c'est intéressant aussi pour nous en tant que média, puisqu'il est un peu la concrétisation d'une offre globale. Ce programme-là, c'est un documentaire à l'antenne, un vrai documentaire d'1 heure, et un vrai documentaire interactif en réalité virtuelle. L'un et l'autre n'est pas le simple prolongement ou petit accompagnement ou support de communication. Ce sont vraiment 2 œuvres à part entière qui racontent une histoire, chacune sur la même thématique, mais avec leur spécificité. Donc on va regarder la bande-annonce tout de suite de Notes on Blindness, s'il vous plaît. This is cassette 1, track 1, Notes on Blindness, and this is the 21st of June, 1983. Sitting in the park with the children, I hear the footsteps of people walking past me on the footpath. Further out to the right and behind me there's the car park and the sound of people starting and stopping their cars and driving off. Way off to the left there's the main road and the noise of the heavy traffic roaring past in the distance. The strange thing about it is that it's a world which consists only of activity. In the blind person's appreciation of weather, wind takes the place of sun. If only there could be something equivalent to rain falling inside, then the whole of a room would take on shape and dimension. Alors du coup, j'imagine que du coup ça a donné envie aux gens de le vivre vraiment en réalité virtuelle, pas seulement de le voir comme ça en trailer. Où est-ce qu'on trouve ces contenus ? Alors pour le coup, on peut le retrouver en tant qu'application native sur iOS, Android, sur Gear aussi. C'est assez intéressant parce que cette application, enfin ce programme-là nous a nécessité la production d'une application spécifique puisqu'il y a pas mal d'interactivité. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait systématiquement, puisque ce que l'on essaie de faire, justement, en termes de distribution, c'est de regrouper le maximum de nos expériences, de nos films en tout cas, sur une application qui s'appelle Arte 360 VR,
qui est une appli qu'on a lancée il y a 1 an et demi déjà, donc une des premières applis de chaîne de télé regroupant des programmes de réalité virtuelle. On trouve un petit bout de Not So Blindness sur l'appli Arte 360 VR. C'est une navigation d'un des chapitres de l'appli globale qui donne envie de la télécharger. Et en fait, notre but en tant que diffuseur, c'est justement essayer de regrouper nos programmes et de donner un accès facile, de faciliter l'accès à ces programmes-là grâce à l'appli Arte 360 notamment. Donc voilà un exemple. Il y a une stratégie qui consiste à recréer une forme d'antenne dédiée. Oui, alors au-delà de l'antenne, c'est un univers, un espace. Voilà, la force des distributeurs ou des diffuseurs, c'est d'arriver à créer soit des cases à l'antenne, des rendez-vous ou en tout cas des labels, des marques qui permettent de s'y retrouver, de savoir que l'on va sur l'appli par exemple Arte 360 retrouver énormément d'expériences de réalité virtuelle, du documentaire, de la fiction et d'autres choses encore. Mais c'est un projet qu'on retrouve aussi sur le store Samsung et très probablement à d'autres endroits. Exactement. Peut-être en dire un mot. Alors sur la stratégie de diffusion de ce programme-là, dans la mesure où c'est un programme interactif qui nécessite justement l'interaction avec le public, il a fallu développer une appli spécifique. Et en termes de distribution, notre objectif, c'est évidemment d'être présent le plus possible sur les différents stores. Après, sur la réalité virtuelle, comme vous le savez, chaque portage, chaque adaptation sur un store spécifique a un coût plus ou moins élevé. Ce qui fait qu'on ne peut pas forcément être présent sur tous les stores. On a travaillé sur le premier, le Samsung Gear, qui est un store Oculus finalement, mais plutôt de la réalité virtuelle pour mobile. Et on travaille après aujourd'hui sur d'autres stores, mais ça prend énormément de temps. Finalement, ce qui est intéressant là sur la VR, c'est qu'on retrouve l'univers du jeu vidéo avec le portage d'une plateforme à l'autre. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ? J'allais poser cette question. Alors, dans la mesure où on a un accord avec Oculus, on ne doit pas donner ces chiffres. Ils sont assez importants. C'est un des programmes documentaires les plus téléchargés en réalité virtuelle l'année passée, si ce n'est le plus. Donc voilà, ça se compte en centaines de milliers au pluriel, le nombre de téléchargements. Simplement, aujourd'hui, on s'est engagé à ne pas donner ces chiffres-là. On sait que, en fait, je pense qu'au-delà du chiffre exact, c'est plus de savoir ce qui a fait qu'il y a un intérêt du côté des stores à le promouvoir. Parce que si on a eu beaucoup de téléchargements, si le film a gagné des dizaines et dizaines de prix, c'est parce que aussi il prouve qu'à travers une narration pensée spécifiquement pour la réalité virtuelle, on arrive à montrer que cette technologie finalement a un intérêt au-delà de pur enjeu d'outils marketing pour promouvoir le dernier blockbuster hollywoodien. On peut raconter une histoire aussi à travers cette technologie, dès lors qu'on a pensé un petit peu le programme pour celui-là. Et d'ailleurs, Not So Blindness est un exemple intéressant, parce qu'au départ, c'était pas censé être le projet numérique n'était pas censé être de la réalité virtuelle. Au départ, c'était un projet d'audio documentaire. Mais la réalité virtuelle arrivant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, et l'équipe de prod essentiellement s'est dit que ça pouvait être intéressant de le faire en réalité virtuelle. Donc voilà, l'exemple là, je trouve, est au-delà du succès de Not So Blindness et du fait que voilà, ça permet aussi de montrer qu'on peut écrire spécifiquement pour la VR. Il montre la stratégie d'un diffuseur qui est de proposer des écritures adaptées aux différents supports. Là, on peut dépasser le cadre de la réalité virtuelle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est en télé, évidemment, proposer des formats télé, mais sur le numérique, de ne pas être simplement dans la copie de ce qu'on fait à la télé. Mais quand on fait un jeu vidéo, on prend les codes du jeu vidéo. Quand on est sur les réseaux sociaux, on prend la grammaire des réseaux sociaux pour essayer de coller au mieux aux usages, pour arriver à faire passer soit un message, soit un fait culturel, le point de vue d'un auteur. Donc c'est à travers ce travail-là qu'on trouve que dans la réalité virtuelle, il y a un vrai intérêt à se creuser les méninges pour trouver le bon programme. Voilà. Après, on a évidemment, et je vais passer directement à Altération parce que je suis un peu long, comme toujours. Mais au-delà du documentaire... J'allais te couper un peu. Mais... Je savais, je t'ai vu. Au-delà du documentaire, la fiction est aussi un terrain de jeu. C'est pas simple de penser la fiction en réalité virtuelle et de savoir en fait comment écrire spécifiquement pour cet outil-là.
qu'est-ce que peut apporter cette technologie à la fiction, au-delà de juste une immersion, d'être tout seul dans son casque. Et je trouve que l'équipe d'Okyo, avec iPhilip il y a 1 an et demi et aujourd'hui Altération, réussit bien ce pari. Donc le réalisateur Jérôme Blanquet a travaillé justement sur l'écriture d'une fiction pensée spécifiquement pour les casques, sur une thématique qui est le rêve, donc le monde onirique qui s'y prête plutôt bien et qui permet justement d'immerger le spectateur dans une fiction dont vous allez voir la bande-annonce tout de suite. Donc c'était la dernière vidéo prévue qui s'appelle Altération. Now I'm going to count to 3 and you'll dive back in. 1, 2, 3. Is it over? What are you talking about? The girl, Elsa, the experiment. Calm down. Calm down. Charlie! Charlie, what's wrong? There's only... You and me? Wake up! Wake up! How'd you sleep? Not enough. Donc Altération, il y a une version du film qui est à retrouver donc, dans les lieux d'exposition. Peut-être avant que je passe la parole à Tom pour qu'il nous raconte un peu de son côté à la BBC et qu'il nous parle un peu de son travail à la BBC et de la stratégie de la BBC en la matière, peut-être juste sur le modèle économique, quelle est la position d'Arte en matière d'économie? Alors, sur le modèle économique, comme la plupart de nos projets, nous sommes coproducteurs des projets et apportons autour de 30-40% du financement. Les producteurs, habituellement, comme pour un programme numérique et même comme pour un programme audiovisuel, complètent ce financement-là par des aides du CNC qui nous aident vraiment sur la réalité virtuelle, régions et autres financements publics ou privés, puisque pour Altération, Audi a financé une partie de la production, de même qu'Oculus. Donc là, c'est intéressant aussi, puisqu'on voit que les constructeurs de casques, évidemment, ont besoin de contenu, donc peuvent financer certains contenus. Et là, c'est l'expérience qu'on avait eue avec Not Sun Blindness, avec iPhilip, qui a montré à l'équipe d'Oculus que les projets qu'on suivait et que suivait Okyo étaient dignes d'intérêt et qu'ils avaient intérêt aussi à les financer pour montrer du contenu de qualité sur leurs casques. Donc voilà un peu sur le mode de financement. Après, sur le mode d'exploitation, aujourd'hui, nous, ce que nous proposons, c'est de la diffusion gratuite. On est une chaîne de service public, donc on propose gratuitement Altération sur notre application. Une version d'application spécifique sortira la semaine prochaine aussi, et là, elle sera gratuite également. La petite subtilité, donc tous les programmes sont gratuits. La petite subtilité concerne le jeu vidéo. Vous avez vu un tout petit bout de la bande-annonce de Sens, qui est un jeu vidéo pour casque de réalité virtuelle. Et dans le domaine du jeu vidéo, comme pour les jeux vidéo classiques, on est souvent dans un modèle freemium avec souvent un premier niveau gratuit et les suivants accessibles de façon payante. Et ça, c'est vrai aussi en réalité virtuelle. Donc en fait, vous êtes attentif à une forme de rentabilité sociale plus qu'une forme de rentabilité financière Oui, le modèle d'Arte fait que ce qui nous intéresse, et là où on essaie de mesurer nos performances, pour ainsi dire, c'est l'impact qu'on peut avoir auprès du public, l'audience qu'on a pu toucher. Alors, elle peut se compter de différentes façons, que ce soit en nombre de vues, mais aussi en la façon dont elle a pu influencer les comportements, la discussion qu'elle a pu générer, la visibilité que peut donner aussi un programme ou notre diffusion à la création. Encore une fois, j'y reviens, à la création, à la diversité de la création et à la création française et européenne. C'est pour ça qu'on a différents critères de mesure de la performance. Merci Gilles. Et alors Tom, du coup, du côté de la BBC, déjà peut-être raconte quelle est ta position au sein du groupe BBC,
et puis raconte la stratégie de la BBC en matière de réalité virtuelle. Sure. So I'm head of interactive and VR at. Okay, here we go. I'm head of interactive and VR. Je dirige l'interactif et la VR au studio de la BBC. Sorry, just getting used to having two people talking in my ear at the same time. You're quite right. Take it out. Much easier. Voilà, sauf qu'il ne veut pas que j'entende ma traduction. Donc je dirige le studio VR qui est en fait le bras de la production de la BBC et qui produit la plupart des éléments de VR. Donc, et j'avais aussi un pied dans le commercial, dans la production, et j'ai travaillé également dans des commissions d'attribution, donc j'étais un peu des deux côtés de la barrière. Donc je suis à la BBC depuis 3 ans, avant j'étais dans le privé, entre guillemets, donc c'est intéressant d'aller chez un diffuseur public et de voir comment on peut adapter les pratiques et de questionner un petit peu notre ADN. Alors, la vision de haut niveau, je dirais, c'est que la BBC fait quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que nous sommes un diffuseur public et nous voulons essayer de voir comment nous pouvons proposer des discours et des narrations différentes, des modes, manières de raconter des histoires différentes. On cherche également de nouveaux talents, de nouveaux créateurs. C'est un exercice de recherche et développement, je dirais, à ce stade. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'appétence du public, l'appétence des distributeurs, parce que c'est vrai qu'en tant qu'en plus chaîne publique, on doit justifier tout ce qu'on fait. Il a fallu être très prudent, on marche un peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté être sûr que l'on remplit nos objectifs, en cela que je pense que c'est notre responsabilité de représenter la sphère publique dans le monde de la réalité virtuelle. On propose une alternative publique aux autres options commerciales, privées. Donc c'est une manière particulière de présenter et de proposer justement ça au public. Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver. Nous avons exploré différents domaines. On a exploité les systèmes CGI, VRP également. Donc c'est un peu la vue d'ensemble de ce qui s'est fait à la BBC jusqu'à présent. Et de nos contenus. Moi, ce qui m'intéresse, je trouve, plus à l'heure actuelle, c'est d'aller un peu au niveau d'en dessous et de s'attaquer à la chose un peu plus commerciale, à l'aspect plus commercial. Là, il faut atteindre un certain niveau de maturité dans notre approche, parce qu'il y a beaucoup de pression là. On veut que justement cette réalité virtuelle trouve un modèle économique pour survivre d'elle-même. Donc au niveau de la démarche créative, c'est important d'un point de vue. Moi je m'intéresse par exemple je crois beaucoup à la liberté de création. Donc il faut être ouvert à l'approche multidisciplinaire, mais je crois également qu'il faut se mettre des objectifs. Il faut savoir ce qu'on ne sait pas, il faut comprendre ce qu'on ne sait pas, et ensuite il faut attaquer, je dirais, la montagne et puis la gravir petit à petit. Donc pour moi, il y a cet aspect créatif, et puis il y a une approche qui est peut-être un peu méprisée ou sale dans la bouche d'un artiste, c'est le côté commercial. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à retomber sur ses pieds, pour ainsi dire, pour faire survivre votre entreprise, alors il est probable que vous allez dans la mauvaise direction. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ce sont les formats, les genres. Le caractère épisodique, si vous voulez, de votre programme pour faire un petit peu pour susciter l'appétit, l'appétence du public et faire comprendre un peu ce nouveau langage, parce que la narration, c'est une forme de langage, donc il faut habituer le public à ça aussi. Donc voilà, de nouveaux formats, créer des contenus également qui ont un peu plus de... qui donne au public également un peu plus disons, la chance d'apprendre et l'occasion de voir des choses différentes pour que justement le public s'y habitue, qu'on atteigne plus de monde, qui s'habitue également à l'expérience 360 degrés. On sait tous également qu'il faut toujours avoir un temps d'avance, parce que le temps d'avance, le futur, ce sera le présent dans 12 mois. Donc il faut vraiment avoir un pied dans le présent
présent et un dans l'avenir. Et de fait, vous pouvez vraiment, en l'occurrence, vous baser sur le poids que vous avez en tant que diffuseur, du point de vue des droits de propriété intellectuelle, du point de vue de votre puissance de production. C'est vrai que vous pouvez donner à vos projets vraiment la meilleure chance. Et il faut avoir une stratégie de contenu également. Et où est-ce que vous allez diffuser? C'est bien beau de faire tout ça, mais il faut que les gens les voient, ces œuvres. Donc il faut voir comment les expériences, combien de temps elles vont durer. Est-ce que l'expérience, c'est vraiment le côté technologique? Qu'est-ce qui va vraiment les marquer? Et au bout du compte, ça va affecter votre perception en tant que marque, si vous voulez. Donc il faut vraiment penser à ces choses un petit peu, effectivement, sales, peut-être le marketing, quelque chose qui n'est pas très artistique, mais voilà, le commercial. L'idée est également d'adapter ce que vous faites. Vous devez également pouvoir réutiliser les modèles, comme avec le CGI. Vous pouvez le proposer en vidéo 360 également. Donc l'idée est d'en faire peut-être un format, de le retravailler pour en faire un format plus accessible, pour faire justement profiter un public encore plus large de vos histoires et de vos programmes. Voilà, c'est une vue assez générale et rapide, mais j'avais juste un clip que je voulais vous montrer. Le programme le plus ambitieux, je pense, que nous ayons créé, et puis ça me donnera l'occasion justement de tisser des liens, enfin, ça vous donnera l'occasion de tisser des liens avec ce que j'ai pu dire pour vous prouver justement que ce n'est pas simplement des paroles. Donc c'est Home. Give us a wave, EV2. We're all looking up at you. Donc voilà, donc vous faites une sortie dans l'espace, quelque chose se passe et vous devez utiliser votre jetpack pour rentrer chez vous. Donc voilà, c'est assez ambitieux, ça a été plus cher à produire que d'autres. Voilà, c'était assez ambitieux de ce point de vue-là. Donc il a fallu justement justifier le côté vert de la chose. Tim Peaks, nous avons travaillé avec lui, donc quelqu'un qui fait partie de la NASA et qui s'est entraîné sur ces systèmes. C'est un astronaute, hein. Et donc il nous a dit, il y a des situations où il faut être assis constamment, il y a des situations où vous évoluez dans un environnement que vous ne connaissez pas, donc c'est vrai qu'on peut essayer de le reproduire. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que comme personne n'est allé dans l'espace, on peut un peu recréer l'espace qu'on veut, puisque personne n'y est allé, donc personne n'ira se plaindre. Mais donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Dans le même temps, on faisait le projet Stargazing, donc on avait d'ores et déjà des contacts avec la NASA, on pouvait vraiment leur parler et on pouvait vérifier les choses factuellement, je dirais. Qui plus est, il y avait un aspect scénario, il fallait écrire, il y avait un aspect narration, dramaturgie, disons, donc pour encore étoffer un peu plus le projet. Il y a également un aspect physique, c'est-à-dire qu'on a les battements de cœur et l'expérience a été créée comme ayant un intérêt pour autant de festivals, autant d'événements que possible. On voulait qu'il y ait beaucoup d'éléments justement dans ce projet.
Et nous avons pu réutiliser tous les environnements, puisque c'est un environnement 360, et nous avons enregistré 3 astronautes, Ron Garan, bon, je ne me souviens plus de leur nom à tous, mais nous les avons enregistrés, ils parlaient de leur expérience dans l'espace. On l'a construit avec un système OpenVR, ça marche avec Oculus, avec Steam. Donc, effectivement, c'est une expérience. Ça peut être une expérience fragmentée, mais en l'occurrence, si vous travaillez bien sur tous les aspects, vous verrez que vous pourrez le diffuser sur beaucoup de formats différents. Donc, pour moi, c'est ça. Et à mon avis, beaucoup de projets VR n'ont pas besoin d'être aussi ambitieux. Je vois beaucoup de projets qui sont très, très, très ambitieux, mais en l'occurrence, il faut vous demander, par exemple, si mon programme VR, c'était juste un entretien autour d'une table, ou vraiment quelque chose de très, très simple. Quel type de création, d'expression. Et je pense que, justement, à partir de ces situations très, très simples, vous pouvez développer quelque chose de très complet. Alors, du coup, on comprend un peu la stratégie, finalement, qui est un peu comparable des deux groupes, que ce soit en multidiffusion ou sur la base des modèles. Est-ce que vous investissez, avant qu'on aille sur le terrain du cinéma, est-ce que vous investissez en marketing de sortie? Est-ce qu'il y a des relais auprès des services relations presse de vos groupes respectifs? Est-ce que ce travail est mené aussi pour que, justement, on puisse atteindre des audiences critiques? Are you investing? Is the BBC Group investing in marketing to promote those kinds of content? Oui. Avant, non. À l'origine, non. Donc la BBC, c'est quand même, elle est grande, mais maintenant elle commence à bouger. Donc là, le contenu au début, effectivement, c'était le travail énorme de certains individus des gens qui avaient beaucoup de courage, beaucoup de foi d'ailleurs. Et je pense avec le monde d'où je viens, donc le marketing, la promotion, c'était quelque chose qui était là parce que je me suis rendu compte que c'était comme ça que ça marche. Mais bon, maintenant, oui, maintenant, pour les 12 mois à venir, on va faire plus de choses. Et on commence à avoir une démarche pour dire oui, il y a des choses qu'on va faire où on va faire la promotion. Donc il y a quelque chose qui va sortir sur Steam, il y en a d'autres, mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est bon. La BBC ne voulait pas vraiment lever la tête au-dessus du bord, mais bon, il faut avoir la qualité que mérite le public. Et maintenant, on a vu qu'on peut le faire, et donc on dit oui, voilà. On peut le faire. Alors, on va choisir quelques éléments clés. On va commencer à soutenir des choses. Et pour des services PR, oui, tout à fait, bien sûr. Le BBC vient avec ses services et il travaille avec, oui. Avec vous, oui. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est une commande de service public, donc ça va être promu, donc des vidéos 360, la partie promotionnelle. Donc là, petit à petit, on commence à voir comment faire du PR autour de choses qu'on veut sortir, l'expérience vraie par rapport de 360 épisodiques ou différentes choses, mais là, ce qui est important, c'est qu'on va mieux travailler si on travaille de façon multidisciplinaire. Ça, c'est essentiel. Et il faut choisir le bon partenaire, travailler bien avec eux. Bon, la BBC a toujours été très ouverte en termes de collaborateurs avec les agences en dehors, avec les compétences techniques extraordinaires qu'on a. Donc là, je pense que effectivement, là, on peut avoir une relation très forte et on travaille ensemble pour faire la promotion. Et du côté d'Arte, alors du coup, est-ce que c'est la même situation? Du côté d'Arte, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est considérer les programmes numériques un petit peu de la même façon que les programmes de l'antenne, c'est-à-dire que parmi ces programmes-là, il y en a certains qui vont justifier un engagement en communication plus important. Évidemment, tous les programmes que l'on propose sont soutenus
en communication sur les réseaux sociaux, etc., avec de la presse aussi, mais certains sont des événements comme en télé, certains documentaires ou fictions ou autres programmes sont des événements. Et à ce moment-là, on peut déclencher évidemment des campagnes presse importantes, des campagnes de communication importantes aussi, avec de l'achat d'espace sur le numérique, sur les réseaux sociaux, etc. Ce que l'on voit aussi, c'est que un des aspects qui est intéressant, c'est les relations qu'on noue avec les fabricants de casques et les groupes qui gèrent les stores. On le sait bien aujourd'hui, être mis en avant sur un store, c'est hyper puissant. Par exemple sur le store Oculus ou sur Steam, et ça vaut quelques campagnes de communication très coûteuses. Donc travailler ces relations-là avec ces stores, c'est assez important aujourd'hui, d'autant plus que le nombre de contenus est pas, on n'atteint pas le nombre de millions d'applications qu'on peut avoir sur l'App Store ou sur le Play Store. Donc finalement, le featuring en homepage peut rester un peu plus longtemps. Il n'y a pas besoin de roulement trop fort. Donc le bon contenu peut être mis en avant longtemps, et le fait d'avoir les bonnes connexions, ça peut aider pour être très visible et être vu. Alors, je parlais des relations presse parce qu'effectivement, on va y revenir aussi avec Camille sur la question du cinéma, enfin de ton expérience, tu me le racontais. Relations presse, parce qu'en fait, pour ce type de projet, il y a besoin d'un espace critique particulier, c'est-à-dire à la fois d'acculturation et de critique réelle, c'est-à-dire de montrer en quoi ces projets sont intéressants, ou en quoi ils ne le sont pas, mais en tout cas de pouvoir faire ce distinguo. Avant qu'on aborde cette question-là, peut-être précisément, tu peux peut-être raconter ce que tu fais et comment se passe l'aventure Diversion. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, Diversion Cinéma a, en tout cas à cette table, l'originalité d'être une société complètement privée qui s'est financée sur fonds propres. Donc heureusement pour nous, comme nos fonds propres étaient quand même assez peu important, le projet a rapidement fonctionné. On a démarré donc avec un cinéma de réalité virtuelle en janvier 2016 qui s'appelait à l'époque Pick-up PR Cinéma, pour ceux qui parmi vous peut-être sont venus nous voir à cette époque-là. Et puis donc l'idée c'était de se dire, très rapidement, je vais passer très vite sur l'historique, mais donc l'idée c'était nous, il se trouve qu'on avait vu des expériences en réalité virtuelle, que comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, il y a eu l'effet waouh, comme on dit, et que donc à partir de là on s'est dit comment faire pour partager cela. Et donc l'idée est venue d'ouvrir tout simplement un cinéma. Et pourquoi on l'a appelé cinéma, donc c'est-à-dire s'acheter du matériel. À l'époque on avait 8 fauteuils, et puis faire l'acquisition de licences de films, et puis vendre des tickets. Voilà, exactement comme un cinéma. Pourquoi on l'a appelé cinéma? Parce qu'on s'était quand même posé la question de comment appeler ce lieu, comment appeler cette expérience, et on s'est rendu compte que finalement on proposait quelque chose qui était assez proche du rituel du cinéma. Et c'était évidemment hyper enthousiasmant à l'époque parce qu'il fallait tout inventer sur la façon dont on achetait un billet pourquoi, on se rendait où, une fois que les gens arrivaient dans la salle, comment ça se passe. Les gens eux-mêmes, quand ils voyaient cinéma de réalité virtuelle, ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. On a encore d'ailleurs des gens aujourd'hui qui arrivent dans la salle en disant « mais où est l'écran ?» Alors ça, c'est toujours un peu rigolo. Donc voilà, donc il y a toute une pédagogie à mettre en route qui est à nouveau tout à fait plaisante. Mais pour en revenir là à ce que disait Jérémy, on est arrivé à un moment donné de la vie de la réalité virtuelle où il y a, je dirais, 9 mois, on pouvait dire ici VR, et les gens venaient voir. Les gens venaient voir parce qu'ils étaient curieux, parce que la réalité virtuelle se marketait très bien elle-même, mais un petit peu comme une bulle vide en quelque sorte, sans très bien savoir ce qu'on allait voir, ni savoir comment ça allait se passer, ni quoi que ce soit, mais ça donnait envie. L'appellation réalité virtuelle donnait envie, c'était une espèce de mot marketing, de mots clés marketing. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment qui est là aussi très intéressant et très enthousiasmant, où il faut aujourd'hui qu'on puisse promouvoir un contenu. Il ne suffit plus de dire ici VR pour que les gens se
se précipite, il faut qu'on puisse donner des explications, donner des noms, donner des synopsis, créer une envie qui va au-delà simplement de la réalité virtuelle, mais véritablement avoir la possibilité de marketer le film, comme ça se passe d'ailleurs aujourd'hui au cinéma. Il ne faut pas dire ici cinéma pour que les gens se précipitent dans la salle, non, il faut savoir de quel film on parle, qu'est-ce que ça me raconte, est-ce que ça va me parler ou pas. Et dans cet effort-là, on a mis donc... il se trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 cinémas de réalité virtuelle à Paris, un qui est donc hébergé par le Forum des images et un qui est hébergé par le Luxor. Et donc, on crée des programmes. Ces programmes sont des programmes thématiques qui durent une trentaine de minutes. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau programme, on invite des journalistes et on fait une projection presse, comme on pourrait dire, suivie d'une discussion avec les créateurs des programmes en question. Et ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que c'est très difficile aujourd'hui, évidemment, ça paraît évident, hein, mais pour l'espace critique, il y a encore très peu de place, il y a très peu de manières de parler de la réalité virtuelle. On n'a pas encore complètement ni le vocabulaire, ni la façon. Je dis nous, et c'est les journalistes, et c'est en gros un peu tout un chacun. Une fois qu'on a dit « Ah waouh, alors t'es là, et alors il se passe ci ou ça », on a quand même du mal à rentrer à parler d'autre chose que simplement l'histoire. On a du mal à avoir véritablement autre chose que c'est chouette, c'est pas chouette, j'ai mal à la tête, ça m'a donné envie de vomir. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense qu'on il y a aussi là toute une éducation à faire. C'est le début. C'est le début, tout à fait. Il y a toute une éducation à faire. Mais c'est intéressant de voir que là, on est arrivé un petit peu à cette limite-là. Ce qui est à nouveau un petit peu handicapant, parce que c'était chouette de pouvoir dire ici VR et que les gens se précipitent. Donc là, il faut aller un petit peu plus loin. Mais en même temps, très, très enthousiasmant et très intéressant parce qu'on exige plus de nous. Parce que le spectateur exige plus de nous. Et charge à nous et charge aux créateurs d'arriver avec des projets qui évidemment tiennent la route, mais aussi à nouveau de la part de la critique d'avoir des critiques qui donnent envie, qui veulent dire quelque chose, où on peut aussi échelonner, on peut savoir c'est très compliqué aujourd'hui de définir qu'est-ce qui est un bon projet en réalité virtuelle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a un modèle économique qui peut se dessiner à la fois pour toi au niveau de l'exploitation, enfin, je reprends des mots exprès des mots classiques du cinéma, hein, à la fois pour toi en termes d'exploitation et à la fois pour toute la chaîne. Est-ce qu'il y a la place pour des distributeurs? Est-ce qu'il y a la place pour du préfinancement pour les créateurs, etc. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Aujourd'hui, pour être très clair, ce n'est pas le cas. Nous, on a diversion à 2 activités. Elle a une activité B2C, donc avec les cinémas que j'ai décrit, et une activité B2B, c'est-à-dire créer des cinémas de réalité virtuelle pour d'autres, ces autres étant soit des sociétés, soit des festivals, grosso modo. Sur l'activité B2B, ça marche plutôt pas mal et c'est ce qui alimente en fait l'activité B2C, à savoir donc celle des cinémas. Aujourd'hui, le cinéma nous demande énormément d'énergie, à la fois dans la recherche des contenus, la recherche des films, tout ce qui est contractuel autour de ça, et puis physiquement, se déplacer, aller chercher des films, etc. Et puis aussi en termes d'installation, parce qu'il faut mettre en route le cinéma, en l'occurrence tous les week-ends au Luxor, et en termes de revenus, bien que le cinéma marche plutôt bien, puisqu'on a des taux de remplissage qui avoisinent les 70%, on a une marge qui est, je dirais pas ridicule, mais en tout cas qui est pas très loin du ridicule. Et donc au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous, bien qu'on nous le demande, notamment en province, de déployer des cinémas comme ça, parce que ça veut dire être en province, ça veut dire se déplacer ou avoir des équipes sur place, etc. Ce qui n'est pas forcément notre vocation. Hein, on n'est pas un grand groupe, comme vous l'avez compris. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens. Donc en conclusion. Ce que je voulais dire, donc, c'est que le business model est à créer, il est existant, on fait partie des peu d'acteurs qui monétisent la réalité virtuelle aujourd'hui, donc ça c'est quand même un bon signe. Un bon signe dans le sens où il y a de plus en plus d'acteurs comme nous, donc ce qu'on appelle le location-based entertainment, qu'on voit naître ailleurs en France, mais aussi en Europe, et
autre part dans le monde. Donc ça, c'est évidemment très très bon signe. Cependant, on a encore des recherches à faire. Alors je parle pour nous, Diversion Cinéma, il y en a peut-être qui ont déjà trouvé les recettes. Nous, pour nous, Diversion Cinéma, on est encore dans la recherche du business model où on pourra déployer des salles dans un claquement de doigts partout dans le monde. Et ce business model, il va passer non seulement par... il va passer principalement par du logiciel et par du hardware, du device, quoi, de l'appareil. Alors, je suis désolé de cette impolitesse, Camille, mais je parle de concurrents aussi. Mais le concurrent est une bonne nouvelle. Hein. Oui, absolument, parce que ça crée un écosystème favorable. Absolument. Et puis vous partagez finalement les frais de marketing. Il y avait ce matin donc en conférence Elisha Karmitz qui parlait de MK2VR, donc MK2 qui a ouvert un corner VR à MK2 Bibliothèque et qui s'apprête à déployer des kits VR que les cinémas pourront acheter et ou à travers lesquels les cinémas pourront gérer une programmation, ce qui effectivement a l'air assez compliqué. Donc est-ce que ça fait partie aussi de stratégies possibles pour Diversion ? Absolument. Absolument, ouais. Et très certainement de la raison d'être, du chemin obligatoire pour trouver un modèle économique. Absolument. Là, pour être extrêmement terre à terre, la difficulté qu'on a, c'est que mettre en route un cinéma, que ce soit ici, par exemple, ici au Forum des Images, donc on en a deux aujourd'hui, un qui est dans le hall et puis l'autre qui est à cet étage. Ça veut dire évidemment nos appareils, mais ça veut dire surtout notre staff et notre temps. Donc l'idée, bien entendu, pour que la société puisse fonctionner et qu'on puisse en gros faire rentrer des recettes sans avoir à déployer toute notre énergie, évidemment, l'idée de la franchise, ou en tout cas du déploiement dont on ne s'occupe pas directement avec notre staff, c'est effectivement le modèle à mettre en route, quoi. Et à nouveau, on est dessus, on n'y est pas encore, mais on est dessus. Parce que moi, un peu naïvement, je me dis, il suffit de mettre les programmes en cloud et puis de multidiffuser partout. Et puis, tant qu'à faire, vous faites des associations entre diffuseurs et exploitants et vous faites de la SVOD et de l'exploitation salle et on va tous y trouver notre compte. Absolument, mais c'est ce qui aujourd'hui le modèle, et à nouveau, c'est hyper intéressant parce que c'est nous qui créons le modèle en quelque sorte. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on nous demandait au moment où on signait des mandats de distribution et d'exploitation de films. Est-ce que vous demandez des exclusivités parce que je sors déjà en digital, etc. etc. Aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens, nous semble-t-il, de demander que le digital, contrairement au cinéma, et c'est là peut-être que s'arrête la limite, que le film sorte à la fois en digital et dans les salles. Bienvenue parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, Arte par exemple, en tout cas Diversion Cinéma, n'a pas du tout la force de frappe que peut avoir Arte en termes de communication. Je dis Arte parce que tu es là. Et donc, bien sûr que ça nous aide, quoi. Et finalement, c'est évidemment pas du tout un problème. Et l'un alimente l'autre en réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient au cinéma en parle à ses copains et éventuellement il télécharge l'appli Arte. Inversement, quelqu'un qui a la chance d'avoir un téléphone compatible pour voir des choses sur l'appli Arte recommande à ses amis de venir dans le cinéma. Et même de temps à autre, vient avec eux. C'est des scénarios qu'on a dans le cinéma en tout cas. Cercle vertueux. Et alors du coup, on comprend qu'il y a des questions d'économie d'échelle qui sont en train de se jouer. Ces questions d'économie d'échelle, elles se jouent aussi sur l'aspect très très immédiatement international de ces projets aussi. Et c'est pour ça que Agnès, qui a une position un peu particulière là, sur cette table ronde, puisque tu n'es pas ni exploitante ni diffuseur, mais tu travailles sur la promotion des œuvres, et notamment à l'étranger, en particulier sur le patrimoine français. Peut-être tu peux raconter un peu ce travail-là et la plateforme que vous venez de créer, qui est sortie il y a assez peu, que vous avez annoncé à Cannes, Culture VR. Exactement. J'aurais besoin du support, s'il vous plaît. Donc effectivement, la mission de l'Institut français que je représente, c'est la promotion des artistes français à l'international, enfin des talents français à l'international, on va dire, puisque c'est la culture française à l'international au sens large. Et si j'avais besoin de support, ce serait super. Juste, voilà, bonjour, ça j'ai dit. Et c'est moi qui fais tourner les pages. Hop.
Donc voilà, promouvoir la culture française à l'international, c'est la mission principale de l'Institut français. Le deuxième point très important, c'est la favorisation des collaborations avec les acteurs étrangers, puisque l'idée, c'est de faire connaître les talents français, de les aider à se diffuser et à se développer à l'international, mais aussi de nouer des partenariats et des collaborations avec leurs homologues, avec les écosystèmes locaux, et ce, partout dans le monde. On travaille plutôt dans le domaine des scènes émergentes, c'est-à-dire qu'on s'occupe de culture, plutôt de création artistique que de patrimoine. Et vous verrez dans à peu près tous les sujets de la création. Et pour résumer vraiment très très rapidement notre action, on essaie de diffuser, d'accompagner et de mettre en relation. Donc les domaines d'activité, ils sont fort nombreux. Donc l'Institut français intervient dans le domaine du cinéma, des arts de la scène, donc vous l'aurez compris, le domaine du numérique. Et j'ai pour la charge la direction du département numérique de l'Institut français. C'est l'Institut français qui organise aussi les années croisées, donc l'accueil de programmation artistique et culturelle en France et d'export de programmes français à l'étranger. Donc là, vous voyez l'année du Vietnam qui avait eu lieu il y a quelques années. On vient d'ouvrir et d'accueillir la programmation colombienne qui va avoir lieu pendant quelques mois partout en France. On s'occupe aussi de résidences d'artistes, donc d'envoyer des artistes français en France et à l'étranger pour leurs travaux de recherche. L'Institut français s'occupe... Ouais. En fait, il faut... de diffuser la langue et les idées françaises, donc toute la question de la pensée et des idées est aussi extrêmement importante. L'Institut gère également la présence française dans des grandes manifestations internationales comme la Biennale de Venise. Donc là, on est un peu moins dans l'émergence avec Xavier Veillant et plus dans la représentation française. Alors, partout dans le monde, le réseau culturel français, c'est une centaine d'instituts dans le monde, 1 millier d'alliances françaises et l'ensemble des services culturels, des ambassades et des consulats. Donc c'est un très gros réseau, c'est le plus grand réseau diplomatique culturel au monde qui permet donc... Ce qui permet de faire voir les projets très vaste, de manière très vaste. Exactement. Très rapidement, je vous ai pris l'exemple des États-Unis pour vous montrer un peu comment un sujet comme la VR peut être soutenu et porté à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, aux États-Unis. Donc évidemment, ça passe par le fait de faire en sorte de présenter des programmes de VR française à l'étranger. Ça peut passer par du soutien financier, par des mises en relation des professionnels, donc français et étrangers du secteur, par l'organisation d'événements directement par ce réseau diplomatique, et puis par l'organisation aussi de programmes d'accompagnement un petit peu plus pointus. Donc je vais passer très très vite, mais voilà, le travail de l'Institut et du réseau a permis notamment que de nombreux programmes français soient présents dans des grands festivals prescripteurs aux États-Unis, dont vous voyez la carte ici. Donc ça peut être en soutien financier, un simple billet d'avion, jusqu'au soutien d'une manifestation, d'un festival qui va programmer de la VR. Ça peut aussi être de la recherche de mécénat, de sponsors pour ces événements. La mise en relation, alors ça, elle passe dans les deux sens. Ça peut faire en sorte, quand on aide un professionnel à se déplacer à l'étranger, de lui organiser des rendez-vous sur place avec des professionnels du secteur pour qu'ils puissent échanger, se rencontrer, ou dans l'autre sens, de faire venir, par exemple, des programmateurs de festivals en France et de leur donner l'occasion de découvrir la production française. Voilà, ça, des soutiens à des festivals en France et à l'international également. Je passe un petit peu vite. L'organisation d'événements, donc tout le réseau diplomatique peut et organise des démonstrations en fait de projets. Donc là, je vous ai encore une fois, ce sont des exemples uniquement aux États-Unis, mais imaginez bien que cette force de frappe, elle est présente partout dans le monde. Ou donc l'organisation la création de programmes d'accompagnement un peu plus spécifiques. Donc je vais juste dire un mot très vite du Creative Lab,
qui est un programme d'invitation de start-up qui travaillent dans le domaine du numérique culturel, qui vont aller passer 10 jours à New York, en l'occurrence, pour vraiment apprendre à approcher le marché américain. Donc ce sont des semaines très pratiques où les startups vont bénéficier d'ateliers pour comment pitcher en anglais auprès de clients américains, à des cours sur le droit du pays en question, à des rencontres avec des clients potentiels. Enfin, voilà, des semaines très très pratiques de travail pour favoriser cette implantation, ce développement à l'international. Alors, ce dont je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est notre dernier né, culturevr.fr. Donc, c'est un site internet qu'on a publié il y a quelques semaines, qui est déjà en ligne, mais encore en version bêta. D'ailleurs, Fabien Soufi, qui est dans la salle du Média Fabula, à qui on a confié la réalisation de ce site, ne devrait pas être là, mais devrait être en train d'intégrer des contenus pour enrichir ce site. Alors, la fonction de Culture VR, c'est de présenter le meilleur de la création française en réalité virtuelle. Donc, une sélection de programmes, des portraits des acteurs de ce domaine. Et quand on dit acteurs de ce domaine, c'est pas simplement les réalisateurs, les auteurs, mais toute la chaîne de production et de réalisation de ce secteur, avec quelque chose qui est très important, qui est que la plateforme est contributive. Donc là, elle va sortir avec un certain nombre d'œuvres qu'on a d'ores et déjà intégrées et qu'on va enrichir, mais l'idée, c'est qu'elle serve aussi de plateforme d'appel à projet, d'une certaine manière, et que les producteurs puissent eux-mêmes nous soumettre leur création. On va également ouvrir une section jeunes talents pour les projets d'école, notamment toutes les écoles de cinéma, d'art digital, de numérique. On voit beaucoup apparaître des projets VR dans les projets de fin d'année de ces étudiants. Et c'est aussi important, Gilles parlait tout à l'heure, de repérer aussi les nouveaux talents. Donc c'est aussi une des vocations que se donne cette plateforme. Donc elle a vocation à être un outil de diffusion et d'information, mais elle a aussi vocation à être un outil pour les professionnels de référence de tous les acteurs, y compris des distributeurs, parce que l'intérêt, enfin, c'est vraiment l'ambition que l'on a autour de ce projet, c'est de faire en sorte de trouver toute l'information utile pour quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, et surtout de faire connaître le plus possible et à l'international le fait qu'il y a une création intéressante, mais aussi tout un savoir-faire, toute une chaîne possible de distribution autour de ce sujet de l'immersion. Donc on a vraiment vocation à réunir cette information qui peut passer aussi par des choses aussi simples que un glossaire pour expliquer la différence entre tel ou tel appareil, je veux montrer de la VR, comment je fais, quelles sont la logistique à mettre en place, les nécessités techniques pour pouvoir montrer de la VR. Donc on souhaite vraiment réunir toute cette info. Le site est bilingue en français et en anglais. Et on aimerait bien pouvoir proposer d'autres versions étrangères. Donc on y trouve des œuvres, on y trouve des portraits des acteurs qui les font. Hop, je passe vite. Et donc toute cette partie network, réseau, dont je viens de vous parler, qui a vocation à recenser vraiment tous les acteurs du sujet. Et la possibilité de soumettre des productions nouvelles. Donc vous pouvez déjà aller voir à quoi ressemble ce site, même s'il n'est pas encore terminé, et que notamment on ne peut pas encore soumettre les projets, mais va travailler Fabien pour que ce soit possible Fabula. Très très prochainement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je voulais remercier nos invités. Tom Burton, Gilles Fressigné et Agnès Alfandari et Camille Opato qui est parti. Merci à tous. Merci à vous.